Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on sort un peu des clous à Tokyo. On va découvrir Mikawashima. Oui, Un nom qui a quasiment disparu des plans officiels, mais qui cache une histoire assez incroyable. tout à fait. On a regardé pas mal de choses. Des récits de balades, des textes historiques, des blogs, même une vidéo pour essayer de comprendre. Mhm. Le but, c'est de déterrer les histoires les plus intéressantes et puis les petits coins sacrés, quoi. Les trésors cachés de ce quartier un peu à part. Oui, c'est ça. Mikawashima, c'est pas le genre d'endroit qui se révèle au premier coup d'œil, hein. Il faut un peu le décrypter, lire entre les lignes de ses rues, de ses anciens bâtiments industriels aussi. D'accord. Son histoire, elle est vraiment liée à l'expansion de Tokyo, avec les bons côtés, mais aussi des aspects un peu plus sombres, souvent oubliés. Alors, euh, justement, commençons par le début. Ce nom, Mikawashima, ça vient d'où? Et ça ressemblait à quoi avant d'être avalé par la grande ville? Alors, pour le nom, et il y a plusieurs théories, comme souvent. Une légende, assez tenace d'ailleurs, parle de colons qui seraient venus de la province de Mikawa avec le grand Tokugawa Ieyasu. Ah oui, classique. Voilà. Une autre parle d'un poète guerrier, un certain Kido Mikawa no Kami. Mais bon, la théorie la plus probable, disons, celle qui s'appuie sur des documents d'avant Edo, comme le Hojoshi Shoryo Yakucho, Oui. elle pointe vers la géographie du lieu. Mikawa Gashima. En gros, l'île aux trois rivières. Une île? Vraiment une île? Presque. C'était une zone de delta, très basse, un peu marécageuse. Elle était entourée par trois cours d'eau, le Nakagawa, le Furutonegawa et puis le fameux Arakawa. Le Arakawa, la rivière sauvage, c'est ça? Exactement. Redouté pour ses crues. Fréquente et dévastatrice. Donc oui, un coin de marais pas facile à habiter au départ. Ouais, on imagine. Pas l'endroit où on rêve de construire sa maison. Mais alors, à l'époque d'Edo, quand la ville commence à exploser, ça servait à quoi? Ah, là, ça devient intéressant. C'était un peu le potager géant d'Edo, une zone agricole hyper importante pour nourrir la capitale. Mikao Washima était célèbre pour deux légumes, Edo Tokyo Yasai. Des légumes traditionnels, c'est ça? Oui, des variétés anciennes. Il y avait le Mikawashima Na, une sorte de légume-feuille vert, parfait pour faire des pickles, les tsukemono, et aussi le Mikawashima Edamame. Des stars locales en quelque sorte? Carrément. On raconte même que le Mikawashima Na était servi à la table du shogun lui-même, quand il venait chasser aux faucons dans le coin pour les cérémonies de Tsuru Onari. La classe. Oui. Et puis, dans le quartier, il y avait aussi des résidences de notables locaux, les shoya, et des jardiniers très réputés qui s'occupaient des magnifiques jardins des seigneurs, les daimyo, à Edo. Un légume servi au shogun. C'est fou comme histoire. Et cette histoire a failli se perdre, c'est ça? Le légume avait disparu. Oui, c'est ça. Avec l'urbanisation galopante, le Mikawashima Nashipola a disparu de la région. Mais coup de chance incroyable, on l'a retrouvé grâce à une variété qui avait été préservée à Sendai, qui s'appelle Bashona. Ah, génial! Des recherches ont montré que c'était bien lui, enfin son descendant direct, et aujourd'hui on le recultive, bon, à petite échelle, hein, dans des écoles ou chez des passionnés. C'est un vrai petit trésor du patrimoine culinaire qui a été sauvé. C'est super cette idée de patrimoine qui revient. Bon, et alors, comment on est passé de ces champs fertiles, de ces légumes du shogun à une image beaucoup plus industrielle? Alors, le changement, il s'accélère vraiment à partir de l'ère Meiji, fin du 19e siècle. L'eau, qui était déjà là, bien sûr, mais surtout l'arrivée du train. La gare de Mikawashima ouvre en 1905. Ah oui, le train, ça change tout. Exactement. Ça devient un point important pour le transport de marchandises, genre textile, papier, et ça attire les usines. Mais le vrai tournant, le truc décisif, c'est que Mikawashima devient en quelque sorte la zone où on met tout ce dont le centre de Tokyo ne veut plus. C'est-à-dire, quoi par exemple? Bah, les tanneries, les abattoirs, les usines qui traitent les graisses animales, les fabriques d'engrais chimiques, et même le très grand crématorium de Machiya, qui est juste à côté. Ah oui, d'accord. En gros, toutes les industries considérées comme indésirables ou qui étaient associées à une certaine idée de souillure, de kegar en japonais. Et un truc super marquant, c'est là qu'on a construit la toute première usine moderne de traitement des eaux usées du Japon, en 1922. C'est l'actuel centre de régénération des eaux. Ok, je comprends mieux pourquoi le quartier avait cette réputation un peu particulière. C'était l'arrière-cuisine technique et sanitaire de Tokyo, quoi. C'est un peu ça, oui. Et j'imagine que cette concentration d'industrie un peu difficile, ça a eu des conséquences sociales fortes. Ah oui,
énorme. Déjà, les nuisances, les odeurs, la fumée, c'était d'une réalité pour les habitants. Ça a créé une certaine image négative du quartier et du coup, c'était difficile d'attirer des travailleurs. Logique. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que ça a créé des opportunités pour ceux qui avaient du mal à trouver du boulot ailleurs. Des Japonais modestes, bien sûr, mais aussi, et c'est très important, énormément d'immigrés coréens arrivés surtout avant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc le besoin de main-d'œuvre dans ces boulots pas faciles a directement attiré cette population. Fascinant. Et est-ce qu'on voit encore des traces de ce passé industriel si on se balade aujourd'hui? Des pépites, comme on disait. Ah oui, oui, pour qui cherche un peu, il y a des choses à voir. Le bâtiment historique de la station de pompage du centre de traitement des eaux, tout en briques rouges, il est classé bien culturel important. Ah, quand même. Oui. Et parfois, il est ouvert au public quand les cerisiers sont en fleurs, c'est magnifique. Après, juste se promener le long de la rivière Arakawa, ça donne une perspective unique sur ce paysage industriel chargé d'histoire. Et puis, il faut ouvrir l'œil pour repérer les vieux murs en briques. Il en reste près de l'ancienne usine Ena ou vers Senju Sakuragi. C'est comme des cicatrices du passé. Intéressant. Et il y a même un parc étonnant, l'Arakawa Nature Park, qui a été aménagé sur une partie du site de traitement des eaux. Une belle reconversion. Super. Et ça nous amène directement à un autre point clé qu'on a trouvé dans nos recherches, le Koreatown de Mikawashima. Apparemment, il serait plus ancien que celui d'Okubo à Shinjuku, qui est hyper connu. Ce Koreatown, il date d'avant la guerre. Il est né avec l'arrivée des travailleurs coréens, dont beaucoup venaient de l'île de Jeju, au sud de la Corée. Pourquoi Jeju spécifiquement? Il y avait des réseaux migratoires importants depuis Jeju vers la région d'Osaka et Tokyo à cette époque. Et à Mikawashima, ils trouvaient du travail dans ces fameuses industries locales. Le cuir, la viande, le traitement des déchets. Là où on avait besoin de bras, même si la discrimination était forte. Donc c'est un Koreatown qui est né du travail, de la nécessité. Très différent d'Okubo, qui est plus récent, plus commercial, plus K-pop, quoi. Oui, rien à voir. Celui de Mikawashima est beaucoup plus organique, comme on dit. Il est vraiment tissé dans la vie du quartier depuis longtemps. Les réseaux d'entraide, souvent basés sur l'origine, comme les gens de Jeju, c'était hyper important pour trouver un logement, un boulot, pour survivre en fait. D'accord. Et certains ont très bien réussi, hein. Ils ont monté leurs propres affaires, souvent en lien direct avec ce qu'il y avait sur place. Des restaurants de yakiniku, le barbecue coréen. Ah oui, logique avec les abattoirs. Voilà, ils utilisaient les abats qui étaient moins chers, ou alors des ateliers de maroquinerie avec les tanneries juste à côté. C'est une vraie histoire d'intégration par le travail en utilisant les ressources locales. Et si on veut ressentir un peu cette ambiance aujourd'hui, il faut aller où? Alors, il faut absolument aller se perdre dans la rue commerçante principale, la Mikawashima Shotengai. On l'appelle aussi parfois Mikawashima Ginza, un peu comme la grande avenue chic, mais version populaire. D'accord, la Ginza de Mikawashima. C'est ça. C'est vraiment là que bat le cœur de cette histoire. On trouve encore des épiceries coréennes authentiques, comme Maman Shoten, qui est super connue pour ses kimchi maison. Il y en a plein de sortes. Et juste à côté, t'as des petits magasins japonais super traditionnels. Le mélange. Oui, le mélange. Et puis, il y a des petits restos, souvent tenus par la même famille depuis des générations. C'est vraiment une immersion dans une ambiance de quartier populaire, vivante, authentique, très loin des néons d'Okubo. Et pour les amateurs de culture pop japonaise, il y a aussi un endroit qui est devenu un peu culte grâce à une série télé, non? Ah oui, le restaurant Shinjitsu Ichiro, il est devenu célèbre grâce à un épisode de Kodokuno Gourmet, le gourmet solitaire. Ah oui, je vois. Le personnage principal, il mange un mapo tofu apparemment incroyable. Du coup, c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans de la série. Faut parfois faire la queue, mais bon, ça fait partie de l'expérience locale. D'accord. Bon, toutes ces couches d'histoire, l'agriculture d'Edo, l'industrie, la communauté coréenne, comment ça cohabite aujourd'hui? On disait au début que le nom Mikawashima avait même failli disparaître. Oui, c'est vrai. Dans les années 60, il y a eu des grands redécoupages administratifs à Tokyo. Et le nom officiel Mikawashimacho a été en grande partie absorbé par Arakawa, qui est le nom de l'arrondissement actuel. Pourquoi? Ils voulaient effacer le nom? Les raisons sont un peu débattues. Officiellement, c'était pour moderniser, pour s'aligner sur le nom de l'arrondissement. Mais certains pensent qu'il y avait aussi une volonté d'effacer une image un peu négative liée aux usines, à la densité de population d'après-guerre. Peut-être même à l'accident de train dont on va parler. Ah, Mais heureusement, le nom Mikawashima survit.
Grâce aux gares, celle de la JR, Mikawashima, et celle de la ligne Keisei, Shin-Mikawashima. Et aussi grâce au sanctuaire du quartier, le Mikawashima Inari. C'est le gardien historique, et c'est son nom qui a donné Myoji, le nom du grand carrefour juste à côté. D'accord. Et donc cet accident de train, c'est un événement important. Oui, malheureusement. Un événement tragique qui a marqué le quartier, mais aussi tout le Japon. L'accident ferroviaire de Mikawashima, le 3 mai 1962. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une catastrophe en chaîne. Un train de marchandises qui grille un feu rouge, il déraille. Un train de passagers arrive et le percute, il déraille aussi. Et là, un troisième train arrive sur l'autre voie et percute les wagons du deuxième train. Oh là là. Le bilan était terrible. 160 morts, ça a été un vrai choc national. Et c'est cet accident qui a poussé à installer en urgence le système de freinage automatique, l'ATS, sur toutes les lignes du pays. Une histoire sombre, mais qui a eu des conséquences majeures pour la sécurité. On peut voir quelque chose qui rappelle ça. Oui, il y a un mémorial. C'est assez discret, c'est une statue de la déesse Kannon, la déesse de la compassion. Elle se trouve dans l'enceinte d'un temple, le Joshoji, qui est tout près de la gare JR. D'accord. Aller dans ce temple, c'est toucher cette histoire du doigt. Mais c'est aussi intéressant parce qu'on y voit des très vieilles stèles funéraires, qui datent de l'époque d'Edo. Ça connecte vraiment toutes les époques du quartier, en fait. Ok, donc si on récapitule un peu les pistes pour quelqu'un qui voudrait explorer Mikawashima, on a le temple Joshoji pour la mémoire de l'accident et l'histoire plus ancienne, Oui. la Mikawashima Ginza Shotengai pour l'ambiance, les commerces, la culture coréenne locale, Indispensable. le resto de Kodokuno Gourmet pour la petite touche pop culture, le sanctuaire Inari comme repère historique, et puis l'Arakawa Nature Park pour voir cette transformation d'un site industriel. C'est ça, et j'ajouterais, pour vraiment sentir l'ambiance, faut pas hésiter à pousser la porte des petits izakaya, les bistrots japonais le soir, pour capter cette atmosphère shitamachi, de quartier populaire authentique. Loin des touristes. Voilà. On peut aussi faire un petit tour avec la Toden Arakawa, c'est la dernière ligne de tramway de Tokyo. Elle passe pas très loin, c'est super charmant, un peu rétro. Et puis, pour les gourmands, une source parlait d'un magasin d'usine Mami's Anzurir, réputé pour ses tartes aux pommes dans l'arrondissement d'Arakawa. Pas mal. Donc Mikawashima, au final, c'est un sacré concentré d'histoire de Tokyo, mais loin des projecteurs, quoi. Des champs du shogun à l'arrière-cour industrielle façonnés par l'eau, les usines, les migrations, les drames aussi. Un endroit qui demande vraiment à être découvert avec un œil curieux. C'est exactement ça. C'est un quartier qui récompense vraiment celui qui prend le temps, qui explore lentement, qui est attentif. Il faut chercher les indices, lire les traces du passé dans ce qu'on voit aujourd'hui. Une des sources disait une jolie phrase. C'est un lieu qu'il faut lire avec le cœur, plus que juste voir avec les yeux. J'aime bien cette idée. Ça donne une perspective différente, peut-être un peu plus brute, sur la façon dont Tokyo s'est construite en fait. Et ce rôle de Mikawashima, ce rôle d'absorber un peu les fonctions et les populations dont le centre ne voulait pas trop. Et ça nous amène à une question un peu plus large finalement. Aujourd'hui, c'est quoi les Mikawashima de nos villes modernes? Bonne question. Ces zones un peu en marge, qui assurent des fonctions vitales, mais qui restent souvent invisibles ou mal vues. Quelles histoires elles racontent, ces zones-là? Des histoires qu'on ignore souvent. C'est peut-être là qu'il faut regarder pour vraiment comprendre la complexité de nos villes, non? Une piste à garder en tête pour nos propres explorations urbaines.